Hello, moi c'est Priscilla, alias Lady Web. J'accompagne depuis 2018 les marques de la filière équine dans leur marketing et le référencement naturel de leur site. Bienvenue dans le club, le podcast dédié au marketing équestre. Tu vas y trouver des méthodes, des stratégies et des actions faciles et rapides à mettre en place, que ce soit au niveau marketing ou purement SEO. Au programme, des sessions solo où je te partage mes meilleurs conseils, mais aussi des interviews exclusives d'entrepreneurs de la filière équine et d'experts reconnus du secteur. Parce que la filière équine est unique, ce podcast est là pour t'aider à adapter les stratégies marketing à ce secteur si particulier et si diversifié. Prêt à donner de l'impulsion à ton entreprise ? C'est parti, piste à main gauche. Bonjour tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode du club. Aujourd'hui, je reçois Charline et Mélanie. Ce sont les deux personnes derrière le projet Aleria Sellerie. Elles vont nous parler de cette jolie marque qui est en train de naître, enfin qui est déjà d'ailleurs bien avancée, mais qui est en pleine phase de recherche et de test. Et on va justement parler un peu du marketing, de comment on fait quand on lance une marque, d'autant plus sur un produit assez technique. Voilà, j'ai pas mal de questions, les filles, à vous poser. En tout cas, je suis ravie de vous recevoir sur le podcast aujourd'hui. Bonjour Priscilla. Bonjour, merci, nous aussi on est contente d'être là. Ok, on va démarrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que l'une de vous peut nous présenter ce que c'est Aleria Sellerie ? Voilà, quelle est cette marque ? Je vais laisser Charline s'en Oui. occuper vu que c'est elle qui a l'idée. Allez. Merci. Le but d'Alaria, en fait, c'est de proposer des selles qui sont ultra modulables. Et donc, le but, c'est de faire vraiment de l'adapter 100% sur mesure et aussi du modifiable dans le temps pour pouvoir justement suivre les évolutions morphologiques du couple cavalier et cheval dans le temps. Donc, voilà. Ok, trop bien. Et du coup, Charline, justement, c'est toi qui es un peu à l'origine de ce projet. Est-ce que tu peux nous revenir sur les origines du coup d'Aleria ? Qu'est-ce qui t'a poussé à finalement te dire, allez, je vais créer une selle 100% sur mesure et évolutive ? Oui. Alors moi au début, je suis cavalière. J'étais propriétaire aussi de mon cheval, donc c'était un jeune frison. Et à l'époque, j'ai découvert une plateforme qui s'appelle Blooming Riders. Et c'est là aussi que j'ai découvert donc Eugénie Cotreau et donc l'ergonomie équestre. Et j'ai découvert dans ces vidéos qu'effectivement, il y avait un petit problème avec les selles sur mesure, enfin en tout cas les selles qui se disaient sur mesure aujourd'hui. Et donc, je me suis dit, c'est quand même bizarre qu'aujourd'hui, on ne soit pas encore capable de vraiment faire des selles vraiment adaptées et vraiment sur mesure pour les chevaux. Donc, je suis partie de ce constat-là. Ensuite, j'ai fait des recherches aussi de mon côté. J'ai vu qu'il y avait des études scientifiques sur le sujet et qu'effectivement, en fait, il y avait bien une corrélation entre ce que disaient les saddle fitters sur le terrain et effectivement les études scientifiques. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a un peu plus de 65% des chevaux qui ont des selles qui ne sont pas adaptées à leur morphologie, voire dans certaines études, on monte même à 80%. Donc c'est quand même un problème qui est réel et qui est concret. Et ensuite, du coup, j'ai décidé de me former pour devenir sellière harnacheuse, donc pour fabriquer des selles d'équitation. Et donc, je me suis aussi un petit peu formée avec Eugénie Cotreau. Donc, c'était une formation, alors pas pour devenir saddle fitter, mais vraiment pour avoir les bases de l'ergonomie et pour pouvoir fabriquer ensuite une selle avec une conception vraiment qui s'adapte vraiment à la morphologie des chevaux et des cavaliers. Et j'ai aussi fait une petite formation à côté en entrepreneuriat pour la partie un petit peu gestion financière, parce que je voulais essayer d'anticiper au maximum et de me préparer au maximum sur ça. Ouais, donc voilà, donc c'est comme ça que le projet est né, et au fur et à mesure des années, et au fur et à mesure que le projet se développait, du coup j'ai un petit peu, au fur et à mesure le projet s'est un peu affiné. Donc au début, j'étais pas forcément partie sur l'idée de faire des selles évolutives. J'étais plus sur vraiment du vrai sur mesure. Et puis au final, je me suis rendu compte que le problème, c'est que même si la selle, elle est adaptée à l'instant T, et si le cheval évolue, du coup, on est embêté à devoir renvoyer la selle en atelier. Et c'est tout un bazar, quoi.
Voilà. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'il y a une vraie différence entre le sur-mesure et la selle évolutive parce que on peut, ouais, comme tu le dis, avoir acheté un cheval à 7 ans, il a besoin de telle selle, mais finalement, on sait qu'à 7 ans, il peut, voilà, exploser, grandir et du coup, bah, peut-être qu'à 12 ans, ça sera plus adapté. Donc, et c'est super intéressant. D'ailleurs, je vois que tu t'es un peu formé sur la gestion financière, mais c'est bien parce que ton projet, au final, il était hyper réfléchi quand même. Tu t'es pas lancé comme ça d'un coup, donc c'est bien, c'est hyper construit. Et du coup, Mélanie, toi, comment tu as décidé de t'associer à ce projet? Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre Charline? J'ai un compte, personnel, enfin un cheval Instagram, où je montre, nos ce qu'on fait, tous les 2 et j'avais déjà échangé un petit peu avec Charline, du coup, sur son compte Instagram à elle, enfin Aléria, le compte, professionnel. Et puis, du coup, un jour, en parlant avec elle, elle m'a dit qu'elle allait, rechercher une associée et bon, c'était pas forcément le moment pour moi. Je faisais construire une maison, j'ai 2 enfants en bas âge, donc je lui avais dit: «Ah mince, c'est dommage parce que c'est un projet qui me parle et j'ai toujours, voulu me lancer dans l'entrepreneuriat et pourquoi pas en plus, dans un domaine qui me passionne, bah, Mmh. l'équitation, le cheval, le bien-être équin et cetera». Et en fait, elle m'a dit: «Bah, pourquoi pas finalement, tu te lancerais pas?» Donc j'ai postulé, comme, Mmh. les autres à la candidature qu'elle avait faite et de là, on a fait quelques entretiens et en fait, ça s'est plutôt bien passé. Donc on a décidé de se laisser quelques mois pour être sûr que autant professionnellement et personnellement ça matche parce que bon là, on Ouais, se lance quand même sur une grosse aventure donc fallait ouais. aussi qu'on s'entende, même sur le côté personnel. Du coup, Bah oui. Mmh. donc voilà, donc on s'est laissé quelques mois, donc j'ai commencé en février 2025, avec Charline et puis, ensuite, du coup, on a confirmé l'association, là, il y a peu, OK. heu, parce que tout va bien, du coup. Bah, trop bien. Voilà. Et comment vous répartissez les rôles un petit peu? Alors Charline, du coup, elle sera la partie vraiment R&D parce que moi, j'ai aucune notion dans la sellerie Mmh. ou le saddle fitting, enfin un petit peu plus maintenant grâce à Charline et les personnes avec lesquelles on travaille. Et moi, comme j'ai de l'expérience dans tout ce qui est gestion de projet, commercialisation et cetera, je suis à la partie marketing comme, communication et OK. commercialisation. OK. Donc top. Et Charline, toi, tu es à plein temps. Mélanie, est-ce que toi, du coup, tu es à plein temps sur le projet aussi ou pas encore? Oui, je suis à plein temps aussi sur le Ouais. projet, oui. OK, trop bien. Donc c'est vraiment, ça y est, c'est vraiment lancé et c'est vraiment en route. Donc super intéressant cette histoire d'association. Et maintenant, j'aimerais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. J'aimerais bien parler du positionnement marketing parce que on est sur un produit qui est haut de gamme. Parce que bah, déjà les selles ça reste voilà, c'est un certain budget, mais du coup vous positionnez, je pense à mon avis, quand même sur du presque très haut de gamme, parce qu'on parle de sur-mesure, de réparabilité. Comment vous avez défini votre positionnement marketing? Est-ce que vous avez travaillé un petit peu ça? Et comment vous avez choisi des axes de com pour transmettre un peu ce côté sur-mesure et un peu haut de gamme finalement? Alors c'est une question qui est assez complexe. En fait, d'un point de vue tarifaire, on va dire qu'on se positionne plutôt sur du milieu, enfin Ok, le milieu du haut de gamme, ouais, dans le haut de gamme et dans la fourchette du milieu. Le but, c'est vraiment en fait de rendre la selle la plus accessible possible financièrement, donc à toutes les cavalières et tous les cavaliers. Et on sait que bah, dans ce domaine-là, autant il y a des personnes vraiment qui ont beaucoup d'argent et c'est un loisir et vraiment ils peuvent se faire plaisir et acheter vraiment mmh, des super selles. Et autant il y a des personnes qui sont aussi passionnées mais qui vont faire des sacrifices. Et vraiment l'objectif pour nous de Dalaria, c'est vraiment de démocratiser les selles vraiment bien adaptées et d'améliorer le bien-être équin. Et donc ok, pour faire ça, bah, il faut quand même qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent y accéder. Donc, mais après, effectivement, on avait plusieurs fois eu un retour lors des passages pour les comités devant les financeurs. mmh, Ils trouvaient justement qu'on se positionnait pas assez cher. Donc, il y avait eu d'accord, un petit débat là-dessus, mais pour nous, voilà, c'est important de garder. Enfin, c'est ouais. vraiment l'objectif d'Aleria qui est vraiment de démocratiser ce type de selle, quoi. OK, donc ouais, ça se ressent aussi dans votre communication. On n'est pas, on va pas forcément aller chercher des codes du luxe ou des choses. Voilà, l'idée c'est plutôt de montrer le côté vraiment très Mmh. pratico-pratique, qu'on peut adapter la selle. Et puis je crois qu'il y a un côté aussi comme ouais, réparabilité et avec ce côté évolutif, c'est qu'on va peut-être se resservir de matériaux ou peut-être et ce qui fait qu'il y a presque un côté développement durable aussi derrière. Ouais, oui, oui, c'est ça. En fait, c'est vrai Ouais. que là, on n'est pas sur, oh pardon Charline. Non, On non, n'est pas vas-y. sur, on n'est pas juste sur en fait, on va pas proposer forcément qu'une selle, on va proposer un concept. Ouais, ok. C'est vrai que, en fait, le matériel qu'on va vendre en soi, effectivement, c'est une selle, mais
Après tout ça, c'est un concept qu'on vend en fait. Du coup, ça n'existe pas pour l'instant ce qu'on va proposer. On aura un réseau de saddle fitters vraiment Mmh. qui va aller prendre les mesures des cavalières et des chevaux. C'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, Priscilla, bah, les selles en général, elles sont sur mesure, mais à l'instant T où on l'achète. Mmh. Parce que voilà, mais le cheval, faut pas oublier que c'est un être vivant. Il évolue en fonction de plein de choses, un peu comme nous, des saisons, de ce qu'il mange, une blessure. Enfin, il peut y avoir tellement de facteurs. Qui Mmh. les font changer de morphologie et aussi nous d'ailleurs aussi. Des fois les selles elles sont plus adaptées à nous parce que bah, je sais pas, il y a eu une grossesse, une Mmh. blessure, enfin ça peut être pareil. Donc en fait là ce qu'on nous avait un petit peu reproché entre guillemets quand on était parti devant les jurys etc. C'était vraiment le fait qu'on vende pas qu'une selle et on vende un concept et Ouais. que bah on n'était plus que des passionnés, on était aussi des entrepreneuses. Donc il OK. fallait penser à ce côté-là. Mais Ouais. comme dit Charline, je pense que notre priorité, c'était vraiment de faire avancer le bien-être équin à travers ce matériel. Mmh. Donc, c'était aussi quelque chose qui nous tenait à cœur de pouvoir le rendre accessible à Ouais. tout le monde. Ouais, super intéressant effectivement. J'aimerais bien parler de revenir sur un point, sur le crowdfunding. Donc ça, c'est peut-être, voilà, plus Charline, tu vas pouvoir nous en parler parce que tu étais encore seule, quand tu as mené cette campagne. Donc en fait, le crowdfunding, je rappelle le principe pour ceux qui connaîtraient pas, c'est le fait de récupérer, enfin de lever une certaine somme d'argent avec des contreparties. Donc les personnes qui mettent de l'argent, elles ont des cadeaux, une contrepartie financière, une remise, etc. Et en fait, c'est fait pour soutenir des projets, voilà, des gens qui veulent lancer des concepts, des produits, qui vont pas encore lever des fonds auprès de banques ou d'investisseurs, mais qui ont besoin de, voilà, d'argent, un peu de gens qui croient au projet. Et toi, tu as mené une campagne donc via la plateforme KissKissBankBank et tu as atteint 11 051 euros, si je ne me trompe pas, pour un objectif de 10 000 euros. Qu'est-ce qui, selon toi, a fait que ça a marché? C'est quoi pour toi les facteurs clés de succès? Comment tu as fait pour que ça marche? Je dirais avant tout qu'il faut pas lâcher en fait. Il y a vraiment beaucoup de travail. À savoir qu'une campagne de financement participatif, normalement, il faut compter, enfin de ce qu'on m'avait dit, il faut bien compter 6 mois de préparation avant de Ok. lancer la campagne. Donc Mm. c'est vraiment énorme, on se rend pas forcément compte du temps de travail qu'il y a derrière. Moi, dans mon cas, ça a pris 8 mois, donc c'est très long. À savoir que ça dépend un petit peu parce qu'il y a effectivement la version où on a des contreparties et en échange, du coup, les personnes font des dons. Et c'est beaucoup utilisé aussi dans les systèmes de prévente. Ouais. Donc, par exemple, notamment pour les jeux de société, je sais que ça se fait beaucoup. Donc, les gens, ils vont acheter leurs jeux de société en précommande et ça permet du coup de pouvoir lancer le projet. Ouais. Donc, nous, la différence, c'est qu'on ne pouvait pas faire ça avec des selles parce que Mm. lancer des précommandes aussitôt pour une selle qui n'existe pas du tout, Ouais. enfin, c'était vraiment hyper compliqué. Donc, je savais que je pouvais pas aller sur ce terrain-là. Donc, j'ai fait des goodies et des contreparties comme ça. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps de trouver les bons goodies, de recevoir. J'ai reçu je sais pas combien de t-shirts différents avant de trouver le bon. Et aussi pour pouvoir optimiser les marges parce que le but c'est de récupérer un Oui. maximum d'argent pour le projet. Donc il faut vraiment optimiser au maximum les marges et quand même proposer de la qualité. Donc ça, c'était Mm. vraiment très compliqué, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Et pareil, pour optimiser, j'ai aussi personnalisé moi-même Ouais. toutes les personnalisations qu'il y avait sur les goodies. Donc le marquage du logo, j'ai fait de la gravure, etc. sur les porte-clés, sur les sacs, sur les carnets. Enfin, ça m'a Oui, pris aussi c'est pas mal vrai, de je temps. me rappelle ça. T'as été dans un atelier spécifique Ouais, où on Mhm. pouvait faire ce genre de choses soi-même. Donc, tu as oui, économisé tout le coût du marquage finalement. Tu as juste acheté les produits et après, tu as fait le marquage toi-même. Donc, ça, c'est hyper oui, malin aussi pour oui. économiser. Oui, du coup, Bah, je suis elle allée dans adore un la Fab Lab. gravure maintenant. Oui, on Bah, va essayer d'avoir une machine qui fait pour du connaître un petit peu l'envers du décor du marquage d'objets, ouais, c'est hyper intéressant de voir toutes les possibilités et comment ça fonctionne. Et en plus, je trouve que tes contreparties, tes goodies étaient vraiment plus que de simples Mm. goodies. Je trouve quand même qu'ils étaient Oui. très sympas. Le logo était très joli. Donc, Mm. il y avait un côté très qualitatif. Il me semble que tu as aussi proposé pour les très grosses contreparties une remise quand même sur l'achat d'une selle à venir, c'est ça? Oui, c'est ça. Du coup, donc ça, c'est le pack des VIP. Donc le but, c'était d'offrir une réduction importante sur la selle. Donc Mm. il y avait 1 000 € de réduction sur la selle et en contrepartie, du coup, les cavaliers ou cavalières donnaient 300 euros. Et en Mm. échange aussi, elles ont accès un petit peu plus
aux coulisses. Donc, on a un groupe WhatsApp ensemble donc avec nos cavalières VIP. Ok. Et du coup, elles ont aussi accès en priorité aux tests utilisateurs. Et elles auront aussi des petites remises sur les nouveautés, les nouveaux accessoires, etc. Tout au Trop long de bien. la vie de Aleria. Donc voilà, et du coup, c'est grâce vraiment à ces personnes-là aussi qui ont vraiment soutenu le projet, qui ont montré que voilà, elles étaient prêtes à s'investir dans le projet, à prendre un risque financier parce que clairement, il n'y avait pas de sel encore. Et elles ont pris le risque vraiment de nous suivre sur ça. Donc on les remercie Ouais. beaucoup et ça vraiment, ça fait plaisir aussi parce que après aussi pour les financeurs, quand on dit voilà qu'on a eu, on a eu un peu plus d'une centaine de participations sur la campagne, qu'on a du coup ces cavalières VIP qui sont là, qui sont prêtes aussi à acheter dans les années qui arrivent, du coup ça aussi ça crédibilise et ça renforce l'intérêt en fait pour le projet. Donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir faire une campagne de financement comme ça. Ouais, parce que comme tu dis, ça prouve qu'il y a un marché, qu'il y a une demande. Et après, je trouve que c'est intéressant les campagnes comme ça, parce que pour la personne qui donne, il n'y a pas de trop de risques, puisque si le projet ne marche pas, si tu n'atteins pas l'objectif, en fait, tu es remboursé. Donc, en fait, voilà, tu as donné, voilà, si jamais la marque n'a pas atteint l'objectif, au final, il ne se passe rien, toi, tu es remboursé. Donc, je trouve quand même que ça reste gagnant-gagnant et tu prends peu de risques. C'est pas comme si tu investissais dans une boîte où tu mettais ton argent et que tu risques effectivement si la boîte n'existe plus, tu as perdu ton argent. Et d'un autre côté, est-ce qu'il y a des erreurs que tu as faites à ton avis? Est-ce qu'il y a des choses que tu referais différemment aujourd'hui? Tu veux dire pour la campagne de Pour la- financement? En soi, non, vu qu'on a atteint l'objectif, donc en soi, c'est que ça s'est bien passé. Par contre, effectivement, ce que tu dis là, le fait que les gens soient remboursés si on n'atteint pas l'objectif, ça, du coup, c'est un gros stress. Enfin, vraiment, tous les jours, on se demande si on va réussir à atteindre l'objectif. C'est ce qu'ils appellent le tout ou rien. Ouais. Mais du coup, c'est vraiment très stressant parce que on se demande si on va y arriver. Et il y a vraiment une décision stratégique pour définir l'objectif. Savoir que Hmm. l'objectif, il était de 10 000, mais le conseiller de KissKissBankBank m'avait dit plutôt de partir sur un objectif de 5 000. Donc, en Ok. sachant qu'on peut dépasser l'objectif, mais le problème, Oui. c'est qu'une fois que l'objectif est atteint, pour les gens, c'est bon, quoi. Ils se disent, voilà, c'est bon, elle a C'est bon, atteint il n'y a l'objectif. plus besoin de donner, ouais, effectivement. Ouais, ouais, carrément. C'est un peu le risque. Et par contre, de mettre 10 000, si on arrive à 8 000, tant pis, tout le monde est remboursé et on n'a rien du tout, quoi. Donc ça, c'est Ouais. vraiment hyper stressant comme concept. Mais c'est sûr que ça rassure les personnes qui participent. Ouais. Ouais, c'est clair. Et tu donnerais quoi comme conseil à une marque qui veut se lancer et qui envisagerait de faire une campagne de crowdfunding? Alors, il y a pas mal de conseils si on regarde, je crois que c'est donc soit sur KissKissBankBank, soit sur Ulule, donc une autre plateforme qui fait ce système. En général, ils donnent des conseils, ils expliquent un petit peu comment ça fonctionne, donc il y a déjà une première base là-dessus. Il y a une grande théorie avec, en termes de communication, il y a 3 cercles. Donc, il y a le premier cercle qui va être nos proches, les personnes qu'on connaît, la famille. Ensuite, il y a le deuxième cercle, ça va plutôt être des connaissances. Et ensuite, il y a le troisième cercle, là, vraiment, c'est des personnes qu'on ne connaît pas du tout et qui sont potentiellement nos prospects. Et donc, l'idée, en fait, c'est de déclencher ces cercles au fur et à mesure. Donc, eux, ils conseillent sur les plateformes d'attendre d'avoir atteint 70% de la cagnotte pour pouvoir ouvrir Ok. au troisième cercle, donc les personnes qu'on ne connaît pas. Sauf qu'en vrai, ça c'est la théorie parce qu'en fonction de l'objectif, ça peut être hyper compliqué. Là, par exemple, ça aurait représenté 7 000 euros. Je ne peux pas me permettre de demander 7 000 euros à ma famille. Ah oui, Donc, j'ai ouvert en fait plus tôt. plutôt, ouais, Et du coup, d'accord. en fonction de chacun des cercles, il y a une stratégie plus particulière. Donc, le premier cercle, on va s'adresser à la famille. Le deuxième cercle, on va commencer à faire à apparaître dans des newsletters, à contacter des personnes qui sont autour du premier cercle. Et donc, le troisième, où là, vraiment, ça y est, on lance vraiment la communication à fond. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de rassurer les personnes les personnes qu'on ne connaît pas, qui arrivent sur le projet, qui découvrent le projet, la marque, de les rassurer en disant, voilà, il y a déjà des gens qui ont commencé à participer, la cagnotte a commencé à se remplir, donc vous pouvez y aller. Voilà. C'est un peu cette idée-là de base. Mais il y a vraiment la théorie et la pratique en fonction de chaque projet, quoi. Ouais, ouais, puis c'est sûr qu'en fonction du coup demander, c'est pas la même de demander à sa famille, t'as raison, 7 000 € ou 100 € Ouais. quoi. Donc c'est pas du tout le même principe. Je sais que il y a Entre ses oreilles qui a financé sa BD aussi comme ça. Et fortement le prix d'une BD n'est pas. Mais comme c'est comme pour les jeux de société, c'est comme tu dis, en fait, c'était des précommandes finalement de sa BD. Et c'est pour pouvoir lancer le projet quoi. Donc Ouais. non mais super intéressant comme concept. Je pense que
ça peut valoir le coup de réfléchir à ce type de projet et ce type de campagne quand on est au tout début, Mm. pour lancer un petit peu le truc. Sur le plan communication, marketing pur, comment aujourd'hui vous utilisez les réseaux sociaux? Quel contenu vous faites pour toucher un peu votre cible? Est-ce que vous avez une stratégie définie? Est-ce que vous savez un petit peu quel canal, quel contenu, etc. Voilà. Qui peut me dire un petit peu c'est quoi votre stratégie marketing? C'est la partie de Euh, Mélanie, donc Pour l'instant, c'est vrai qu'on est vraiment focalisé sur Instagram parce que c'est là où on a le plus grand nombre d'échanges et de retours. Après, il y a aussi sur Facebook, mais c'est vrai qu'on l'exploite pas forcément beaucoup, alors que je pense qu'il y a aussi du potentiel. Mais Mmh. c'est vrai qu'il y a tellement de choses à faire en ce moment avant le lancement que, Ouais. comme on est déjà un petit peu ancré sur Instagram, c'est un petit peu plus facile. Mais il faudra qu'on développe effectivement d'autres réseaux par la suite, c'est obligatoire. Mmh. Donc pour l'instant, on est vraiment sur Instagram, comme je le disais. Après, on travaille avec, Alexia Yurgood.com, avec lequel on travaille très, très bien en échange. En plus, c'est une passionnée aussi d'équitation, donc c'est Ouais. beaucoup plus simple pour elle de comprendre ce qu'on veut transmettre, à travers nos posts. Donc pour l'instant, on est sur, 2 posts par semaine et cetera. Le Mmh. but par la suite, c'est de se développer. On a aussi une newsletter qu'on envoie une fois par mois. OK. Donc il faudra que par la suite, sur cette newsletter, on soit un petit peu plus active aussi. Mmh. Et puis ensuite, bah, les blogs, comme on en a déjà parlé avec Ouais. toi, vu qu'on a déjà travaillé, avec toi pour la partie SEO de notre site web. Donc ça, c'est aussi en cours. Il va falloir qu'on arrive à vraiment travailler cette partie-là parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail aussi sur les parties blog. Et Mmh. puis après, ce serait tout ce qui est, alors je me rappelle jamais du nom, Charline, c'est tout ce qui est pub, tu sais, sur YouTube, Ouais. OK. qu'il faudrait, c'est un nom spécial, mais je me rappelle jamais du nom. Bon, ouais, c'est du YouTube Ads, effectivement, Oui, ouais. voilà, c'est ça. Ouais, Mmh. c'est exactement ça. Et OK. du coup, bah, ça aussi, va falloir qu'on le développe. Je pense que ça sera juste avant le lancement ou alors après, parce que OK. ça va être une partie importante, cibler vraiment des parties équitation Mmh. ou des influenceurs équestres et puis, bah, pouvoir se mettre enfin, se Ouais. positionner sur des pubs à ces moments-là, ça va être hyper intéressant pour nous parce que je pense que Ouais. maintenant ça se développe de plus en plus. Oui, tout à fait, Donc, tout à fait. Et en plus, là, j'allais dire la difficulté finalement pour vous, c'est que vous devez communiquer alors que le produit n'existe pas mmh, encore. oui. Donc, comment vous décidez des contenus que vous allez mettre en avant, vu que finalement, vous n'avez pas vraiment de produit à montrer, quoi? Alors après, notre avantage, c'est qu'on est hyper transparente. Donc, on parle vraiment de tout, ça peut être, bah, déjà, on présente, par exemple, nos cavalières VIP, on les met en Mmh. avant. Ça peut être aussi très bien ce qu'on est en train de faire, derrière en coulisses, ce que prépare Charline, les tests utilisateurs qu'on prépare, les tests terrain, les financements aussi qu'on va Mmh. demander et cetera. Donc en fait, on parle vraiment de tout. Donc, on peut être suivi par des passionnés d'équitation, par des entrepreneurs. Il y a vraiment plein de sujets différents et beaucoup de gens sont intéressés. On a beaucoup de retours, peu importe, les postes. Mmh. Là, par exemple, on a eu un financement pour la partie éco-responsable, donc, on en a parlé aussi. C'est vrai que là, on se retrouve dans un moment où on peut un petit peu moins parler de choses parce qu'en fait, on avance beaucoup dans le Ouais. projet et OK. du coup, là, comme on est sur la fin, bah, il y a des choses qu'on peut pas encore, dévoiler Ouais. parce que, bah, voilà, tout s'affine et cetera. Donc, Ouais. là, on se retrouve un petit peu plus coincé sur certaines choses, mais sinon, l'avantage, c'est que, voilà, on est transparente sur les échecs, sur les réussites depuis le début et c'est Ouais, pour ça qu'on peut oui, parler parce de tout. que en plus, j'imagine que vous pouvez pas tout montrer parce qu'il y a une question aussi de protection, de confidentialité parce que vous avez des prototypes spécifiques, vous travaillez le produit. Donc c'est vrai qu'en fait, vous arrivez quand même, je trouve, à vous en sortir parce que, on voit quand même des petits bouts, on voit la matière, on voit, voilà, les choses que vous pouvez faire à l'atelier, comment vous dessinez et je trouve que c'est hyper intéressant. C'est une question qu'on me pose beaucoup, de genre, bah, mon projet, il est pas lancé, est-ce que ça vaut le coup que je commence à communiquer? Et moi, je trouve que oui, c'est toujours Mmh. intéressant parce que Oui. mine de rien, bah, vous avez, créé une communauté, des gens qui vous suivent et qui donc, sont un peu attachés à la marque et Mmh. c'est autant de gens, en fait, qui vont, beaucoup plus facilement passer à l'achat quand le produit va sortir parce qu'il y a ce phénomène un peu d'attachement, Mmh. qui vient, renforcer ça et en plus, Mélanie, tu disais, oui, on partage aussi nos échecs et je trouve que c'est Mmh. hyper intéressant aussi. Je reprends souvent l'exemple de la marque de culottes menstruelles Fempo. Il
il y a quelques années, elle se lançait. Il y avait beaucoup moins de marques de culottes menstruelles à l'époque. Et pareil, elle faisait beaucoup de contenu. Il y avait donc il y avait eu des précommandes. Les personnes avaient après acheté leurs culottes. Et en fait, elles ont eu un incendie au Portugal ou en Espagne chez leur fournisseur principal, celui qui faisait tout. Et donc, bah là, toutes les précommandes, c'est mort. Hein, tout était parti en fumée. Elles auraient pu, dû tout arrêter, etc. Elles ont Et oui. envoyé un email, elles ont communiqué en disant, bah voilà, on est très transparente, voilà ce qui s'est passé. Notre fournisseur, il y a eu le feu dans l'usine, bah désolé, on ne pourra pas vous donner, vous envoyer vos produits. Et en fait, finalement, ça a été hyper bénéfique parce que les gens se sont pas dit, oh, putain, ça me saoule, j'ai gâché de l'argent, etc. Non, ils ont dit, ok, c'est pas grave, on attend, on repart, etc. Et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important quand on entreprend un projet comme ça où il n'y a pas encore le produit, de vraiment communiquer, d'être hyper transparent. C'est 100% gagnant après, quoi. Donc, Mais d'ailleurs, tu parlais de la communauté. Pour le coup, on a beaucoup de chance parce que franchement, on a une communauté qui est hyper engagée et hyper bienveillante. Je pense qu'on a vraiment des gens qui nous ressemblent, Charline et moi, avec lesquels on arrive à échanger. Et puis c'est vrai qu'en fait, on sympathise vachement avec plein de personnes. Et puis bah en fait, on se retrouve, voilà, c'est comme tu dis, comme on disait au début, on est aussi deux passionnés de base. On a aussi nos chevaux, etc. Donc en fait, on peut discuter de plein de choses avec elles. Et puis au début, tu parles de la selle du projet, puis après tu parles de leurs chevaux, qu'est-ce qu'elles font avec, etc. Toi, tu parles aussi de ouais. comment t'en es venu là, etc. Donc en fait, ça crée un lien qui est beaucoup plus fort finalement Carrément. Ah bah oui, qu'autre c'est chose. sûr que juste client à client, marque. Et en plus, Oui, je dirais que ça vous donne plein d'insights et d'infos sur finalement votre persona. Donc c'est aussi, oui, c'est tout vrai. bénef aussi pour vous de savoir exactement, à qui vous vous adressez, quoi. Hem et en fait, là, on parle aussi d'autorité de marque, de contenu à forte valeur, et cetera. Comment vous construisez cette autorité de marque dans un domaine qui est quand même assez traditionnel, et qui en plus face à des concurrents quand même bien installés? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, mine de rien, même si votre produit est différent, hein, je dis pas que c'est la même chose, mais vous vous retrouvez quand même face à des CWD, des Forestier, des Haulion, des grands celliers de grande renommée qui prône en plus du sur-mesure, même si effectivement c'est pas forcément du 100% sur-mesure, mais comment vous faites pour essayer d'aller récupérer, d'aller toucher les gens qui seraient tentés d'aller chez CWD par exemple? Grande Mmh. question. Bah, après, j'ai une réponse qui est assez «simple» entre guillemets, c'est qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui viennent seules à Ok, nous, en sortant de ces celliers parce que, bah, ils ont engagé beaucoup d'argent, dans une selle, traditionnelle et qu'effectivement ils ont été, déçus, c'est peut-être un mot assez fort, mais qu'ils ont été contents sur l'instant T, comme on disait au début, parce que la selle leur convenait sur le moment. ouais, Et finalement, après, ça n'a pas suivi dans le temps et tu as engagé beaucoup d'argent. Tu vas renvoyer ta selle pour faire des modifications, c'est très long, c'est très coûteux, et cetera. Donc en fait, finalement, ces gens viennent aussi assez facilement à nous, mmh, sans qu'on ait besoin d'aller les ouais, chercher. On a énormément de témoignages sur des gens qui sont effectivement déçus et qui attendent, quelque chose de différent. mmh, Et puis je pense aussi que les commerciaux actuels dans les selleries, peuvent desservir. Alors attention, pas tout le monde, je fais pas une généralité, oui, mais c'est vrai qu'en fait, bah, tu as des commerciaux qui des fois n'ont rien à voir avec le milieu du cheval. Pour le coup, c'est des commerciaux qui sont poussés à la vente et cetera parce que, bah, c'est leur métier. Alors que ouais, là, on va se retrouver nous avec des saddle fitters, donc passionnés aussi de chevaux et d'équitation et sera pas du tout dans le même contexte. Donc c'est vrai que les gens mmh, ont tendance, enfin, je sais pas ce que tu en penses Charline, mais ont tendance à venir assez facilement vers nous sans qu'on ait besoin d'aller ok, récupérer, ouais, Mmh. Ouais. Et après, il y a aussi le fait que je pense qu'au tout début, vraiment les premières personnes, enfin en tout cas les premiers acheteurs qui vont venir, ce sera vraiment des personnes qui ont déjà un petit peu soit des connaissances par rapport à l'ergonomie ou en tout cas qui ont déjà une conscience que bah, il Mmh. faut peut-être aller chercher un petit peu plus loin que juste bah, faire confiance et espérer que ça va aller. Je pense qu'on aura vraiment une première cible de personnes qui a déjà un petit peu d'éducation, ou en tout cas qui se pose des questions. Et petit à petit, en fait, au fur et à mesure, donc là, ça va faire peut-être une dizaine d'années qu'on a le saddle fitting en France. Ça commence à se développer, il y a de plus en plus de personnes qui en mmh, entendent parler. Donc petit à petit, en fait, les gens vont vraiment prendre conscience des problématiques.
Et plus ils se renseignent et plus du coup ils se disent ah ben peut-être qu'il n'y a pas encore de solution sur le marché pour ça. Donc Ouais, je pense que ça sera vraiment ces personnes-là en premier qui vont venir vers ouais. nous. OK. Oui, oui et l'idée, c'était pas en plus de remettre en cause la qualité des sels, des marques, Mmh citées. mh. Évidemment que, ça reste des sels, de très bonne qualité, mais comme Mmh. tu dis, Mélanie, qui vont être hyper intéressantes, qui vont très Oui. bien aller peut-être à l'instant T. En fait, ce que je retiens, c'est que vous êtes pas finalement, sur la même cible, la même audience quand même, et finalement il y a pas vraiment de concurrence parce que, bah, il y aura toujours des gens qui vont préférer aller, sur, du Haut Lyon, du CWD ou autre et puis effectivement, vous avez peut-être, vous, c'est d'autres personnes, qui vont pas forcément se reconnaître, dans le modèle de ces marques-là donc au final, vous arrivez à sortir votre épingle du jeu parce que vous avez un vrai positionnement différenciant et je rajouterais aussi, je trouve que bah, on voit quand même que vous vous adressez plus particulièrement à des femmes. Parce que voilà, vous le dites, hein, on évolue aussi nous dans notre corps, donc on a besoin forcément d'une selle qui peut être différente. Et puis on le voit aussi dans votre communication, dans vos Mmh. couleurs. Enfin voilà, on sent que finalement vous avez aussi ce côté où vous vous adressez à des femmes. Donc ça peut changer aussi par rapport, voilà, un homme, il ira pas foncièrement vous voir, ça peut arriver, mais peut-être, voilà, ça sera pas forcément votre cible première, je pense, quoi. Non, alors d'ailleurs, je rebondis sur ça parce que j'ai pas mal la question quand même, ces derniers Ouais, temps. Nos selles, elles seront adaptées aussi à l'homme. oui, C'est juste que en termes de loisirs et ouais, cetera, bah, on est plus sur un milieu de femmes, femme, ouais. dans le milieu de l'équitation. Donc c'est plus, sur ce côté-là. Mais par contre, bien sûr que les hommes, ils sont pas oubliés et Oui, qu'ils ont le droit aussi, avoir, une selle qui leur est adaptée à eux et à leur ouais, cheval et voilà, mais oui, c'est vrai qu'on a une communication qui est plus portée sur les femmes, par rapport, mmh, à ouais, la demande, qu'il y a actuellement, mais voilà, les ouais, hommes ne sont pas oubliés au cas où, oui, 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 carrément, bien sûr. Bah, c'est super intéressant et je voulais rebondir aussi, Charline, tu parlais tout à l'heure de effectivement du fait que, vous aviez été incubée. Effectivement, vous avez été incubée au sein de Normandie Incubation, si je dis pas de bêtises. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est exactement le principe d'être incubé et c'est quoi l'apport d'un incubateur sur votre stratégie finalement? Oui, alors du coup, donc c'était un incubateur de start-up. Alors je sais pas si c'est toujours que des start-up qui peuvent rentrer dans les incubateurs, ça serait à vérifier. En tout cas, nous, c'était des start-up qui ont un lien avec la recherche publique, en tout cas chez Normandie Incubation. Donc ça, c'était vraiment au tout début du projet où je les ai découverts. Et j'étais toute seule à ce moment-là. Et je me suis dit, j'aimerais vraiment être accompagnée et pas être toute seule pour me lancer Mmh. là-dedans. Donc déjà, il y a un processus de sélection. Je crois qu'ils reçoivent entre 200 et 250 candidatures par an. Ah Et ouais. ils ont entre 20 et 30 projets qu'ils sélectionnent. Donc il y a déjà un passage devant un comité, il y a un gros dossier à faire. Et là, c'était vraiment la première fois que je présentais le projet devant un jury. Je crois qu'il y avait une quinzaine de personnes. Donc en plus, moi qui aime pas trop forcément les épreuves orales comme ça, c'était quand même assez stressant et c'était vraiment un challenge pour moi. Mais du coup, donc ça permet en fait aussi de challenger un peu le projet. On vient nous chercher sur tout un tas de sujets différents parce que chaque personne du jury a un métier, une compétence OK. qui lui est propre. Donc c'était vraiment très intéressant. Et donc j'ai réussi, donc le jury a accepté que je rentre à l'incubateur. Donc l'intérêt de l'incubateur, bon, c'est déjà qu'on a une personne qui suit notre projet, donc on a un chargé de projet Mmh. avec qui on peut faire en fait des échanges à la fréquence dont on a besoin. Donc nous, dans notre cas, c'était Manon, du coup, qui s'est occupée de nous. Je pense qu'on devait faire un point au moins une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. Et vraiment, je lui parlais de tout ce qui se passait. Et en fonction, elle pouvait m'aider sur certains points, pardon, soit en faisant des exercices, soit en allant chercher des personnes dans le réseau. Parce que Mmh. l'avantage de l'incubateur, bah, c'est qu'ils ont un énorme réseau et dès qu'on a un besoin particulier, bah, du coup, ils nous mettent en relation avec les bonnes personnes et ça, c'est vraiment super intéressant. Il y a aussi le fait qu'on est avec d'autres projets incubés, donc d'autres startups qui sont vraiment dans les mêmes problèmes que nous. Et ça, c'est vraiment super intéressant parce que même si on a un projet qui n'a rien à voir, en fait, on est tous confrontés aux mêmes Mmh. problématiques. Et ça, c'est vraiment super intéressant de pouvoir échanger avec les autres. Et puis, on se sent beaucoup moins seul aussi, donc ça, Ouais. c'est vraiment chouette. Il y a une partie aussi où on a une enveloppe financière OK. qui est proposée. Donc, c'est une avance remboursable Ouais. qui est proposée par l'incubateur. Donc, nous, dans notre cas, c'était 20 000 euros. Et ces 20 000 euros-là, en fait,
on a des sujets particuliers sur lesquels on peut les dépenser. Donc ça va être par exemple du juridique, de la communication, du marketing, enfin voilà, des choses Ok. bien spécifiques. Mais en tout cas, ça va plutôt être des prestations. On peut pas acheter de matériel, on peut pas, enfin Ouais. voilà, c'est vraiment des prestations pour aider l'entreprise. Donc ça, c'était vraiment super intéressant. Et donc là, le but de Normandie Incubation, c'est qu'il y avait un lien avec la recherche publique. Nous, dans notre cas, c'était avec un laboratoire de recherche en sciences des matériaux. Hmm. Donc là, pour l'instant, ça a été un peu mis en pause parce qu'on attend un retour d'une contre-expertise. Mais donc voilà, le but, c'était d'avoir un lien avec la recherche publique. Voilà, Ok. je ne sais pas si j'ai répondu à tes Ouais, non, questions. mais c'est super intéressant. Donc, en fait, c'est différent de si vous aviez pris un accompagnement avec une agence, parce que Mm. l'incubateur, on ne le paye pas, ou tu Non. payes quand même, tu payes Alors, pas. je crois que je pense qu'il doit y avoir des incubateurs ou des accélérateurs qui sont payants. Nous, Ok, dans notre cas, c'est gratuit. Enfin, voilà, d'accord. vu que enfin, c'est public, donc on Ok, paye rien du tout. Mais il y a d'autres incubateurs ou accélérateurs qui sont peut-être privés. Et là, dans ce hmm, cas-là, ça peut être payant. En tout cas, je sais ok, qu'on a, par exemple, on cherchait pour rentrer dans un accélérateur à la suite de l'incubation. hmm, Et du coup, c'est payant. Mm. Voilà. ouais. Donc Ouais, ça parce que dépend. là, les incubateurs sont financés par la région, en fait, c'est Oui, ça, et ils doivent être. c'est Ok. ça. Et en fait, l'intérêt, c'est que vous avez des enveloppes pour effectivement déléguer des prestations que vous allez Oui, rembourser par la suite. Mais, c'est ça. et en plus, j'imagine qu'il y a un timing, c'est-à-dire que tu y restes un certain nombre de mois et tu peux pas y Ouais. rester ad vitam aeternam, quoi. Non, 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 on est obligé de tourner. On reste 18 mois. Donc nous, Ok. on a eu la chance de pouvoir prolonger un peu parce que Mm. justement, on avait ce lien avec la recherche Hmm, qui mettait un petit peu de temps à se mettre en place. Donc au final, ça s'arrête là fin décembre. Donc on y sera resté hmm. 2 ans. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que l'incubateur offre aussi des locaux sur place. Ah oui, Donc ok. on peut avoir un bureau qui est gratuit. Et donc si on vient plusieurs fois par semaine, on peut prendre un des bureaux, en sachant que moi j'ai pas pris de bureau parce que j'avais un peu de route, j'étais à 3/4 d'heure de route, donc au Hmm, final j'y allais de temps en temps. Et il y a aussi les formations que j'ai oubliées, mais il y a des ouais. formations au moins une fois par mois, et après il y a des petits événements sur des thématiques particulières. Donc on est vraiment encadré de Ouais. manière Mm. globale, quoi. Ouais, c'est Mm. super intéressant. Vous êtes aidé et accompagné sur tout ce qui est business model, tout ce qui est marketing, tout ce qui est prototype, etc., Mm. quoi. Mm. C'est Ouais, et hyper même pour complet. la partie financement, par exemple avec la BPI, eux ils sont en lien direct avec les Mm. conseillers parce que la BPI c'est très très compliqué de les approcher si on n'est pas incubé. Enfin, c'est pas que c'est quasiment impossible, mais presque. Hmm. Donc c'est vraiment important d'être incubé pour pouvoir aller chercher des financements qui sont liés à l'innovation. Ok, ouais, donc très clair. Et après, je crois qu'il y a des incubateurs effectivement spécifiques pour des startups, pour d'autres projets. Donc là, en gros, tu les cherches comment? Tu tapes sur Internet incubateur, ou tu l'as connu comment dans mode incubation? Alors, moi, je ne connaissais pas le concept. Je les ai découverts par hasard en cherchant en fait des aides sur Internet et je suis Ok, tombée sur Normandie Incubation. J'ai regardé leur site, je me suis dit ah mais ça a l'air vachement bien. Et donc ok, je les ai contactés, j'ai postulé, je les ai ok. rencontrés et ça s'est fait comme ça. Mais Ah, c'était bon, en tout vraiment en cas, fait par hasard parce que je connaissais ouais. pas le concept. Bon, bah, en tout cas, pour tous ceux qui cherchent effectivement à être aidés, voilà, c'est un bon tips de chercher des Mm. incubateurs. Donc ça, on peut se renseigner aussi, je pense, auprès de la CCI, auprès, ouais, de la BPI, tous ces réseaux-là, en fait, d'entreprises Mm. qui ont sûrement des noms. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ok, super clair. J'aimerais bien revenir un petit peu sur le produit en lui-même. Euh, Comment vous abordez le prix de votre sel? Même si tout à l'heure vous nous disiez vous vouliez que ça reste accessible à tout le monde, malgré tout, bah voilà, une selle de qualité, elle a un certain prix. Comment vous faites pour que le client accepte l'investissement? Est-ce que vous communiquez ouvertement sur le prix? Est-ce que sur le site, ça va être très transparent avec les étapes, etc. Comment vous faites? Oui, Mélanie, tu peux peut-être répondre pour la partie sur le Oui. site. Oui, effectivement, de toute façon, on va toujours garder enfin, on essaye en tout cas de garder ce côté, transparence, pour tout. Ça nous est déjà arrivé qu'on nous demande en privé avant qu'on en communique sur les réseaux sociaux, sur le prix. Alors pour l'instant, le prix n'est pas encore affiné parce qu'on n'a pas la selle, mais on sait, sur la fourchette, Mmh. à laquelle, on sera. Donc on sera sur un prix de base à 4 200 € du coup pour la selle. Hem et effectivement, tout sera complètement transparent. On a déjà fait un post là-dessus, en Mmh. demandant aux personnes de participer, enfin de donner en Ouais. commentaire, une ordre d'idée sur un prix.
pour avoir un peu leur retour et d'ailleurs, on a eu que des bons retours. Les gens, s'attendaient un petit peu souvent à plus Ouais, par rapport OK. à ce qu'on proposait et ce qu'il y avait pas sur le marché et effectivement, sur le site web aussi, tout sera d'ailleurs, j'espère qu'on va pouvoir vous le présenter bientôt et on est bientôt sur la fin aussi du site web. Et on sera aussi complètement transparent. En fait, on aura je spoil un petit peu, on aura une partie configurateur, du coup, au Trop niveau de bien. la selle pour que les gens puissent choisir leur option, que ce soit en termes de couleur, Mmh. de cuir et Mmh. cetera. Bon, j'en dis pas trop, je garde quand même, du suspense et effectivement, en fait, le prix s'affichera en fonction OK. des changements qui seront possibles. Après, on Ouais. mettra aussi les accessoires à disponibilité, Mmh. bah, tout ce qui est sangles, enfin et OK. cetera, tapis, pour que les gens puissent avoir aussi un package complet pour ceux qui le souhaitent. Ouais. Mais, oui, tout sera complètement transparent au niveau du prix. Ouais, c'est intéressant parce qu'en plus que là, ce que tu me dis, c'est que les gens, presque s'attendaient à un prix, plus élevé et c'est intéressant parce que finalement ça montre que vous avez réussi quand même à montrer la valeur perçue, ce qui est pas évident en fait versus une selle traditionnelle de dire: «Bah, pourquoi celle-là, elle serait plus chère, moins chère?» Déjà là, vous dites qu'a priori, vous êtes plutôt dans les prix quand même, de ce qu'on pourrait retrouver chez des selliers classiques, mais le fait que les gens finalement soient pas, offusqués du prix, ça veut dire que vous avez quand même réussi à montrer cette valeur en fait et cette différenciation par rapport à d'autres selles. Donc ça, Oui. c'est plutôt une bonne Sachant nouvelle, que j'ai quoi. pas dit quelque chose d'important, mais c'est pareil, on est en train de le voir en ce moment, rien n'est acté, mais on est en train de voir pour, mettre des modes de Ouais, facilité de paiement aussi, pour les mettre en place, pour que les personnes effectivement qui n'aient pas, cette somme-là à sortir d'un coup, puissent, avoir la possibilité de le payer. Donc ça, c'est encore à déterminer. On est en train de voir ce qui est le plus intéressant, autant pour nous que pour les futurs mmh, clients. Mais on aimerait aller sur des mensualités assez poussées aussi, enfin mmh, assez longues pour que les gens qui ouais, justement n'aient pas les moyens puissent aussi se permettre, d'acheter la selle. ouais. Non, mais c'est vraiment hyper intéressant parce qu'on rappelle, vous êtes vraiment sur un concept qui est différent, c'est du sur-mesure, mais c'est au-delà du sur-mesure, c'est de l'évolutif. C'est-à-dire Mmh, qu'effectivement, on pourra changer, je sais pas, le trousquin, les taquets, les choses comme ça, en fonction de si effectivement peut-être on a pris du poids ou que le cheval, mmh, il a grandi, etc. Donc, je pense elle est aussi là, la valeur perçue, c'est vraiment que vous êtes différents. C'est pas, on n'achète pas un produit mmh. qui bouge plus, on va pouvoir avoir un produit qui évolue dans le temps. Donc c'est un vrai investissement dans le temps, quoi. On ne fera pas forcément racheter Oui. dans 10 ans une selle, quoi. Oui. Et Non, c'est vraiment le but. on fera aussi probablement des packs, par exemple, des packs Mmh, cheval en croissance. Et dans ce oui. cas-là, il y aura la selle, mais il y aura aussi les services de saddle fitter. Par exemple, Mmh, alors l'offre est à déterminer encore, mais l'idée, ça serait de pouvoir proposer, par exemple, un ou deux passages par an du saddle fitter mmh, qui serait compris en Mmh. fait dans le prix de la selle. Donc forcément, Ah, ça serait génial. plus cher. Mais en tout cas, Mmh. ça serait vraiment l'idée, ben, par exemple, si la personne elle achète sa selle à 4 ou 5 ans, bah, que du coup le pack puisse lui permettre d'aller jusqu'à, je sais pas, aux 8-9 ans du cheval mmh. et Ok. d'avoir en fait toutes les modifications qui sont comprises dans ce pack-là. Donc les modifications, le passage du saddle fitter. Ah Mais oui, pour ça c'est s'assurer que génial. voilà, la Ouais. selle vraiment suit la croissance du cheval. Oui, Ouais, ça c'est super intéressant. Effectivement, c'est une super bonne idée de pouvoir capter des gens qui achètent avec un jeune oui, cheval et de pouvoir les suivre derrière et d'avoir la sérénité de se dire, ok, c'est compris dans le mmh, truc. J'ai un saddle fitter qui va revenir et qui va me dire si c'est toujours bon. J'aurais pas besoin de rechercher quelque chose, quelqu'un après quoi. Ouais, Mm. très intéressant ça. Super concept. ouais, je pense que Euh, ça va permettre de fidéliser et puis de rassurer, comme tu dis, oui, les carrément. personnes qui vont l'acheter. Parce que c'est vrai que bah, moi, je sais que j'ai un jeune cheval et effectivement, tu as pas envie de mettre quatre Mm. mille euros à 4 ans et puis de remettre Allez, 5 000 € à c'est 6 ça. ans parce qu'il a évolué. Et puis, Ouais. bah, on avait un post qui avait très bien marché aussi. Bah, Priscilla, tu le sais, tu as des enfants et moi aussi, du coup, sur les femmes Ouais. qui avaient eu des bébés, que ça changeait en termes de morphologie, en termes aussi Ouais, de du corps, sensation, tout ouais, ouais, simplement, ouais, de carrément. sensation du corps. Donc, du coup, ça va permettre d'avoir une évolution de la saddle phytose sur la cavalière et ou cavalier et sur son cheval. Donc, je pense que ça va être hyper rassurant pour les Ouais. clients. Ouais, trop bien. Et est-ce que l'une de vous aurait un exemple d'action marketing que vous avez fait ou d'action de com qui a bien marché et à l'inverse, un truc que vous auriez fait qui a pas du tout marché et que vous pouvez nous partager parce que peut-être que vous avez eu des flops. T'as une idée, Mélanie? Bah, bonne Il question. y en a peut-être Je pas, hein. cherche,
Si, si, on a eu, mais en marketing pur. T'as une idée, toi, Charline? Une action que vous auriez faite où vous pensiez avoir des résultats Je pense que pour la partie où on aurait un peu moins de résultats, des fois c'est peut-être des réels ou des posts en particulier où des Oui. fois on va se dire que ça va intéresser les gens et au final ça marche moins. Mm, Mais ça, mm. je pense que c'est plus le temps de prendre vraiment en main le Mm. fonctionnement entre guillemets Ouais. d'Instagram, de ce qui marche, de ce qui Ok, marche pas, Mm. de ouais. l'algorithme, parce qu'on est quand même au début et plus on teste et plus on voit ce Mm. qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Donc, Mm. mais au tout début, c'est sûr que c'est très compliqué quand on lance le compte Instagram et qu'on a 0 follower, c'est qu'on se dit allez, faut y aller. C'est Ouais, vraiment hyper compliqué, mais ça, c'est vraiment avec l'expérience, à force de voir bah, les Mm. choses qui fonctionnent, les choses qui fonctionnent pas. Donc, je sais ouais. pas s'il y a une chose en particulier Non, qui a j'ai pas pas marché. Ça d'idée dépend, il y a sur. déjà des choses qui marchent, d'autres qui marchent. Enfin, Oui. c'est quand même Après, assez. c'est vrai que des fois, tu donnes toute ton âme sur un post parce que tu es sûr que celui-là, il va fonctionner et tu es sûr que le Ouais, sujet va percuter et finalement, non, c'est alors moins. que celui que tu as mis moins de temps parce que c'était un truc Oui, tout simple et tu vas dire ouais, waouh, celui-là, il ouais, c'est décolle. vrai, c'est Mais vrai. ça, je pense que c'est le jeu et je pense que tout le monde, bah, toi aussi, Priscilla, je pense que tu le sais avec ton compte et même moi avec le compte de mon cheval Kaljala, c'est vrai que c'est pareil. Des fois, tu mets un truc comme ça parce que ça te fait plaisir à toi et en fait, ça va décoller alors qu'un truc où tu as mis tout ton cœur et Ouais, tout c'est ton clair. Oui, investissement, ça c'est prend du sûr. temps. Donc ça, je pense que c'est le jeu un peu des réseaux aussi. Ouais, ouais, Mais ok. sinon, non, j'ai pas d'idée sur quelque chose pour l'instant qui a vraiment Mais c'est été bien, ça veut dire que vous n'avez pas eu un trop échec. d'échecs et que vos actions fonctionnent plutôt bien. Donc, Mm. et puis, bah, l'action qui a bien marché, on pourrait dire que c'est la campagne de crowdfunding Oui. qui a été un beau succès, quoi. Même là, sur les réseaux, c'est vrai qu'on a eu, je pense qu'il y a un moment où justement, bah, avec Charline, on a été plus concise sur parce que l'algorithme y fait aussi sur, tu sais, la Mm. manière de poster, on a été plus Oui, régulière, et cetera. Donc on a eu oui, aussi, pas mal d'abonnés supplémentaires et encore une fois, je le dis, des abonnés de qualité, ouais, ça qui c'est ont bien. vraiment un intérêt profond pour le projet et le produit. Donc Mm. ça aussi, je pense que ça peut être une des «victoires» entre guillemets qu'on a eues Ouais, là, les plus récentes, oui, c'est d'avoir une vraie sur, audience bien qualifiée. Ouais, c'est oui, clair. tout à fait, Pas ouais. juste des touristes, donc ça c'est cool. Oui, clairement. Ok, et bah, on arrive doucement à la fin un petit peu de cet épisode. Et pour conclure, j'aimerais bien que vous me donniez un conseil numéro un pour une start-up dans la filière équine bah, qui voudrait lancer un produit bah, plutôt premium. Est-ce que voilà, c'est quoi votre meilleur conseil et sinon, est-ce qu'il y a un piège à éviter, un truc dans lequel il ne faut pas aller? Alors, je dirais pas forcément pour un produit premium en particulier, mais vraiment, le plus gros du travail, c'est l'anticipation. Mm. Je suis sur le projet depuis maintenant bientôt 2 ans à 100%, et on se rend pas compte vraiment du temps que ça prend. Après, il y a vraiment une grosse partie au niveau du montage financier, où ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps d'aller chercher les financements, mais on n'a pas le choix. Enfin, de toute façon, sans financement, on Oui, ne peut rien faire. Donc vraiment, je dirais que il vaut mieux peut-être quand même prendre le temps de bien préparer les choses, de tout anticiper au maximum, même mm. si ça prend du temps et que pendant une période, on a l'impression de ne pas avancer. Je pense que c'est quand même mieux de bien se préparer, et après, au fur et à mesure qu'on arrive à comment dire, à chaque jalon, à chaque fois qu'on arrive du coup, à réussir le jalon en question, bah, du coup, si ça y est, ça avance, ça commence à devenir concret, et on a bien fait justement de bien préparer pour que tout Ouais, se déroule correctement, quoi. ouais, Donc, voilà. ok. Et Mélanie, toi, tu aurais un conseil Moi, c'est pas un conseil, ce serait plus, je pense que le côté passionné qu'on a avec Charline nous aide beaucoup parce que effectivement, bon, je suis là depuis février, mais il y a beaucoup de rebondissements. Mm. En fait, tu t'arrêtes jamais. Des fois, on se dit à demain à 17h et à minuit, on parle parce qu'il y a eu quelque chose entre-temps ou autre. Ouais, Donc, tu as des idées, ça fuse, puis après, tu as un refus sur quelque chose, donc il faut trouver une ouais. alternative. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de hauts et de Mm. bas, c'est un ascenseur émotionnel aussi, et puis, bah, à côté, on a tous une vie à gérer et Mm. cetera, donc c'est vrai que des fois, c'est pas forcément, simple, donc je pense que heureusement qu'on est passionné aussi et qu'on a une vraie Ouais. envie de faire avancer les choses, dans le milieu équestre parce que, Mm. bah, sinon, je pense que des fois, Ouais. tu peux avoir des petites pertes, mais là, en fait, on est vraiment motivé par Ouais, ce faut changement revenir qu'on à peut ça. apporter.
faut revenir à sa mission première finalement. C'est C'est ça, sa ça, vision, sa exactement. mission et c'est aussi ce que je dis souvent à des entrepreneurs, qui parfois sont en baisse de motivation, c'est: «OK, c'est quoi reprends Oui, c'est ça, ta exactement. mission première et du coup, ça va te redonner un boost» Mmh. et je trouve que ce qui est important aussi dans ce que tu dis là, c'est peut-être l'intérêt aussi de pas être tout seul et Oui, que peut-être ça peut être intéressant de s'associer, parce que quand on porte le projet seul, quand on veut créer un produit, c'est différent de quand on est prestataire de service. Mais quand on lance un produit, voilà, quelque chose d'assez novateur, bah voilà, de peut-être de pas être tout seul, ça peut être bien aussi d'aller oui. chercher. Oui, puis on a de la chance parce que pour le coup, on est assez complémentaires et puis on est assez Mmh. solaires toutes les 2. On n'a pas de Ouais. on n'a pas de moment, voilà, ou alors s'il y Mmh. en a une qui coule un petit peu, l'autre, est là L'autre, derrière elle donc la rebooste, ouais, donc c'est super effectivement, ça intéressant. fait du bien et puis c'est vrai qu'on est toutes les 2, voilà, on est assez solaires, assez «linéaires» entre guillemets Mmh. sur, on n'a pas de changement d'humeur et cetera donc ça aussi c'est un Ouais, gros point parce que déjà que c'est stressant et cetera donc si on était toutes les 2 ouais, avec des caractères compliqués donc non, ça matche très bien sur ça aussi. carrément. Il y a une question que j'aime bien poser à mes invités, puisque le podcast s'appelle le club marketing équestre. J'aime bien demander si pour vous, il y a un marketing équestre ou si finalement vous dites, bon, ça reste du marketing, quoi. Alors oui, je pense que vraiment il y Mmh. a un lien, enfin, si les gens vraiment peuvent s'identifier et se reconnaître dans ce qu'on dit, je pense que c'est vraiment super important et qu'il y a vraiment enfin, enfin, on est vraiment dans une niche pour le coup Mmh. et c'est important, enfin oui, voilà, que les gens comprennent que on comprend les problèmes qu'ils vivent au quotidien et il y a vraiment une manière de leur parler. Donc oui, je pense qu'il y a vraiment, en tout cas, une niche Ouais. dans cette partie Hmm, du marketing-là. ok. Mélanie, pareil, tu acquiesces. Oui, 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 complètement. En plus, moi, comme je l'ai dit des fois en rigolant, je pense que c'est un peu une secte quand même le milieu de l'équitation et je pense qu'effectivement, oui, il y a vraiment un discours différent et cetera, je pense que oui, oui, je suis complètement d'accord avec Charline. Ok. Et pour finir, est-ce que vous pourriez me raconter, parce que voilà, on est tous, on l'a dit, hein, des passionnés de chevaux, est-ce qu'il y a une petite anecdote que vous voudriez me raconter, une histoire en lien avec un cheval qui vous a marqué, votre plus belle histoire, ça serait quoi votre anecdote? Moi, si je vous raconte mon histoire, ça va être triste, donc je suis pas sûre que ça soit intéressant, mais Ça peut être le déclencheur de la marque aussi, hein, de l'histoire. Mmh. bah, disons que donc j'avais déjà l'idée du projet, du coup, quand j'avais mon cheval. Du coup, donc pour l'histoire, donc j'avais un jeune cheval, enfin donc c'était un frison, il était entier, que j'ai eu depuis tout petit. Je l'ai eu à ses 7 mois, donc c'était un peu bah, le cheval de ma vie, celui que j'avais toujours voulu avoir. Et donc, enfin vraiment, il cochait toutes les cases en termes de personnalité, de prestance. Enfin, il était vraiment incroyable. Et on avait une connexion quand même assez particulière. Et Mm. du coup, malheureusement, donc je l'ai perdu à ses 5 ans à cause d'une maladie assez rare. Du coup, il a eu un kératome dans le pied. On l'a fait opérer et le chirurgien nous a dit qu'il avait fait une endotoxémie, quelque chose comme Mm. ça. Donc, en gros, c'est le corps qui s'attaque lui-même, ce qui normalement n'était pas censé arriver vu qu'il n'a pas été sous anesthésie générale, mais sous anesthésie locale. Mm. Mais bon, bref, du coup, ça arrivé et bon, ben voilà, c'était très, très, très dur. Et j'avais déjà, moi, commencé le projet à ce moment-là. Et en fait, je me suis réfugiée dans le projet pour pas y penser parce que sinon, Ouais, c'était vraiment trop dur à vivre. Donc voilà, je me suis accrochée au projet comme ça pour continuer et pour pas couler psychologiquement parce que c'est voilà, enfin je pense que tous les propriétaires de chevaux savent à quel point bah voilà on les aime, à quel point on s'attache à eux et vraiment c'est un peu une partie ouais. de la famille, enfin c'est un membre de la famille à part Mmh. entière. On Mm. arrive à nouer des relations très fortes avec eux. Donc Ouais, voilà, c'était vraiment très très dur à vivre et donc je me suis accrochée vraiment au projet pour pas sombrer à cause de ça. ouais, Mais ok. donc voilà, et aujourd'hui, ben, ça commence à aller mieux. Le deuil commence enfin, à s'atténuer un petit peu. Donc voilà, donc je sais pas quoi vous dire de Bah, plus. ouais, non, si, ça reste une belle histoire. Enfin, parce que quelque part, tu le fais vivre aussi à travers ton Mmh. projet. C'est Tout à aussi fait. finalement, voilà, c'est un peu son héritage finalement, Mmh. ce projet-là. Donc, ça reste une belle histoire, même si on aurait voulu que l'issue soit meilleure, mais ça reste une belle histoire. Et toi, Mélanie? Bah, moi, c'est drôle parce que j'ai jamais voulu être propriétaire de mon
De mon cheval, je me suis jamais senti, les capacités en termes de c'était même pas en termes d'argent, c'était en termes de temps. Je me disais: «Est-ce Ouais. que je vais réussir à lui donner le temps qu'il mérite?» Et puis, en fait, finalement, un jour, je suis tombée sur une annonce, d'un cheval qui allait aller à dans le mauvais camion, quoi, Mmh. pour dire les termes et je me suis dit: «Waouh, c'est peut-être le moment», je sais pas pourquoi. Et du coup, Ouais. je me suis renseignée. Effectivement, il est arrivé à la maison, donc j'avais déjà une petite fille et j'étais enceinte de mon deuxième, donc Ah oui, d'accord. c'était vraiment pas forcément le bon moment, sachant que je l'avais jamais rencontré. Je l'ai vu Ah en oui, photo, d'accord. donc il avait 18 mois, du coup. Mmh. Et donc c'était c'est un pur sang anglais, donc un cheval, réformé des courses. Pas vraiment réformé parce qu'en fait, il avait jamais encore couru. Il est pas Mmh. fait, Ouais. sa morphologie, il ressemble pas à un pur sang anglais, donc du coup, il était pas fait pour ça. Et quand il est arrivé dans ma vie, bon, c'était un petit peu compliqué parce que c'était un Mmh. cheval qui avait jamais été trop enfin voilà, il était un petit peu rétif, on va dire. Ouais. Et finalement maintenant c'est, bah, comme dit Charline, hein, enfin, de toute façon, c'est nos animaux, ils font partie de Mmh. la famille et cetera Mmh. et c'est un amour de cheval, un peu trop haut de colle maintenant comparé à ce qu'il était avant où Mmh. on pouvait pas l'approcher. Et je suis contente aussi, pour lui et pour, tous les autres Ouais. chevaux de pouvoir faire vivre un projet comme celui-là, mais voilà, effectivement, bah, Caljala aussi fait partie intégrante, du Ouais. projet et je suis contente parce que grâce, bah, au cheval de Charline et puis au mien, on va pouvoir faire avancer les choses aussi, Ouais. Carrément, c'était une belle rencontre, c'est le destin quoi, une belle, C'est voilà, ça, un moment c'est ça. inattendu. OK, super, super joli. Qu'est-ce qui vient, là pour dans les prochains mois pour Aléria, pardon, c'est quoi Ouh! votre feuille de route? Et où est-ce qu'on peut vous trouver aussi? Alors, il y a tellement de choses, Là, il y a une tout le feuille temps de dans route les bien prochaines chargée, oui. ouais. Disons que les prochaines grosses étapes, ça va déjà être, l'atelier. Donc, Mmh. pour Mmh. l'instant, on était dans un atelier temporaire qui est chez moi et donc là, le but, c'est vraiment d'avoir un atelier où on va pouvoir avoir, toutes les machines et vraiment commencer la production. Donc on croise les doigts pour que ça soit bon pour janvier, on espère. On a trouvé un local qui correspond quand même à pas mal de nos critères, donc on espère, que ça Mmh. va pouvoir se faire. On a aussi dans les prochaines grosses étapes, on a le financement, donc le prêt bancaire. Donc Mmh. on a un dernier prêt bancaire qui est en cours de justement, doit bientôt pas tarder à passer en comité. Et donc là, ça sera vraiment pour l'achat des machines de production. OK. Donc ça, c'est vraiment les deux grosses prochaines étapes. Et après, bien évidemment, ben, tous les tests utilisateurs sur le terrain qui sont Mmh. déjà en cours et qui continuent. On va avoir ben, le lancement, la commercialisation. Donc en Ouais. fait, il y a tout à faire en même temps et en même temps finaliser les prototypes, la selle, enfin tout. Je sais Gérer pas, les Ouais. il y a réseaux, le tellement de site choses, mais web. Parce que du coup, l'idée, c'est de vendre les premiers produits en 1er trimestre 2026, c'est ça? alors pour Tout à l'instant, on fait. donne pas de date exacte Ouais. parce qu'on préfère, enfin, parce qu'on sait qu'en R&D, tout prend beaucoup de temps. Donc Ouais. on peut pas savoir à l'avance. Je pense qu'au maximum, peut-être mi-2026, si tout se passe bien. Donc voilà, c'est pour ça que pour l'instant, on donne Mmh. pas de date exacte parce qu'on OK. veut pas que les gens s'attendent et Non, puis au c'est final, on sûr. dit: «Ah ben désolé, en fait, c'est pas prêt, il nous manque encore des Ouais. choses». Donc voilà, on OK. n'a pas donné de date exacte pour ça. OK. Et où est-ce qu'on vous retrouve? C'est quoi le compte Instagram? Mélanie? C'est, donc Aleria, Aleria, point sellerie. OK, super. Et bientôt le site internet, a priori courant Oui, janvier, enfin avec peut-être fin lequel, du mois ou sinon courant janvier. OK. oui, Oui, avec c'est lequel ça. on a beaucoup travaillé avec toi aussi. Et oui, j'ai hâte de voir, ce beau projet en tout cas sortir. Et Merci. ben, merci beaucoup pour tous ces échanges. Je trouve que c'était super intéressant parce qu'on a balayé plein de sujets et je pense que, si on a des porteurs de projets qui nous écoutent, bah, ils vont pouvoir vraiment récupérer des conseils, très riches. Et puis vous avez vraiment un super projet qui est très différenciant et je me fais pas trop de soucis pour la suite. Je pense que ça va bien marcher, c'est bien pensé, c'est bien travaillé. Donc merci en tout cas d'être passé. Et puis, bah, je dis aux auditeurs à bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Et surtout, si tu as une minute, laisse un avis et une note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de le faire connaître. Merci encore de ton écoute et de ton soutien. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.